Bonne année! Voilà, 2019 c'est terminé. On a malheureusement terminé l'année sur une note un petit peu amère avec la déception de Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. Enfin, surtout pour moi. Et on a aussi terminé l'année sur un drama, des tensions tellement regrettables parmi mes collègues du YouTube Cinégame. C'est pour ça que, il faut laisser toute cette négativité derrière soi dans le passé et démarrer cette nouvelle année sur une note positive. Et puisqu'on est en 2020, c'est donc l'occasion de s'écouter cette fameuse chanson de George Benson qui s'appelle 2020. Voilà, je suis un petit peu à la bourre sur mes top films 2019. Je me suis même demandé est-ce que ça valait le coup de vous les faire. Et puis finalement, je me suis dit, allez, qu'importe, je vais vous les balancer, je vais vous les jeter en touffe. Une fois qu'on sera arrivé au terme de ce classement, je vous donnerai également la liste des films qui ne sont pas rentrés dans le top, mais qui font partie de la catégorie mention honorable. Donc, sans plus attendre, plongeons dans mes 5 meilleurs films de l'année 2019. Numéro 5, alors là, j'aurais jamais cru mettre ce film dans mon classement, et pourtant, Hellboy 3. Alors là, non, c'est pas vrai. Bon allez, sans blaguer, en numéro 5, c'est vraiment un film que je ne m'attendais pas à autant aimer, c'est Les Misérables de Lajli. Et c'est vrai que la plupart du temps, les films français sur la banlieue en mode caméra à l'épaule, un peu bordélique, semi-documentaire, cinéma vérité, tout ça, c'est pas forcément ma tasse de thé. Et je redoute souvent de ne pas pouvoir supporter entendre parler des racailles pendant 2 heures en mode « vas-y, espèce de bâtard, qu'est-ce qui t'arrive ?» Ça peut vite me gonfler. Mais Les Misérables, c'est bien plus intéressant qu'une ribambelle de clichés sur la banlieue. Malgré le sujet sociétal, c'est vrai, le sujet très social, il y a du cinéma dans ce film, c'est ça que j'ai adoré. Il y a une vraie recherche esthétique pour servir l'émotion de l'histoire. Il y a des idées de mise en scène, des intentions par les cadrages, par l'image, des plans séquences, des plans de vue subjectifs de drone, des plans caméra à l'épaule, oui, mais pensés, étudiés pour permettre aux scènes d'être encore plus viscérales. Et bien sûr, il y a tous les comédiens qui sont vraiment, franchement, tous bluffants et tellement authentiques, surtout Alexis Mananti qui joue le rôle du flic un peu cow-boy et que j'ai eu la chance d'interviewer dans le cadre de mon émission Secret de scénariste, parce qu'en plus d'avoir joué dans le film, il l'a aussi coécrit. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez découvrir cette vidéo très prochainement sur ma chaîne. J'ai aussi beaucoup aimé le scénario qui est construit un peu à la manière de Training Day, c'est-à-dire avec une temporalité qui s'étale sur 24 heures uniquement, histoire de nous immerger au mieux dans le quotidien de la vie de cette banlieue. Les scènes, du coup, paraissent vraiment authentiques, paraissent tellement vraies qu'on a l'impression de voir un documentaire improvisé. Alors qu'en réalité, non, le film est très écrit, ça se voit. Il y a une vraie construction dramaturgique avec une exposition des enjeux, un élément déclencheur qui intervient au milieu, un nœud dramatique qui fait basculer l'histoire dans un suspense qui monte crescendo jusqu'à un climax bouleversant. J'ai aussi beaucoup aimé le propos du film, qui n'essaye pas de mettre de l'huile sur le feu, qui n'essaye pas de monter un camp l'un contre l'autre, en l'occurrence la police contre les habitants de ces quartiers, mais juste de retranscrire de manière impartiale et assez juste un état des lieux, une situation difficile, problématique dans ces banlieues. Et on n'est pas là ni pour prendre parti pour l'un ou pour l'autre, on est juste témoin de la misère, que ce soit celle des habitants de ces quartiers difficiles ou celle de la police qui doit se confronter à des situations parfois très dangereuses. Un élément que j'ai trouvé très fort et que j'ai adoré dans Les Misérables, c'est d'avoir mis au cœur du récit les enfants. Et j'ai l'impression qu'on n'avait jamais vraiment vu ça, qu'on n'avait jamais vraiment vu les enfants autant représentés dans un film de banlieue. Et rien que pour ça, j'ai trouvé que c'était très fort, très intelligent de nous montrer justement cette innocence basculer, sombrer, pour nous alerter, pour nous faire prendre conscience justement de la difficulté de la situation. Les Misérables, c'est tout simplement le meilleur film français de l'année pour moi, celui qui m'aura communiqué le plus d'émotions, le plus de stress, qui m'aura rappelé des films que j'adore comme Do the Right Thing de Spike Lee, évidemment La Haine de Kassovitz, Boys in the Hood, Menace to Society. En fait, des films qui, au-delà de leur très forte dimension sociale, contenaient aussi beaucoup de cinéma. Numéro 4,
Le Mans 66, réalisé par James Mangold, le réalisateur de Copland, Walk the Line, Identity et Logan. Le Mans 66, un film qui m'a foutu une énorme claque, qui m'a fait vibrer, qui m'a fait vivre des émotions fortes, grâce à une mise en scène viscérale et énergique, grâce à des acteurs au top de leur game, grâce à un scénario qui relance sans cesse les enjeux pour nous faire vivre un film de 2h30 sans aucun temps mort. Bien sûr, le film est une histoire vraie, qui s'est passée en 1966 pendant les 24 heures du Mans. On a d'un côté Christian Bale et Matt Damon qui, eux, sont au service de la marque Ford pour mettre à profit tout leur talent, tout leur savoir-faire pour battre Ferrari, pour battre la voiture la plus puissante du monde. Et il y a une alchimie et une complicité entre les deux acteurs qui fonctionnent du tonnerre et qui rend immédiatement attachant le destin de leurs personnages. Les scènes de course de voiture sont aussi, voire plus impressionnantes que celles qu'on avait vues dans le film Rush de Ron Howard. Ici, l'utilisation du sound design et le jeu d'acteur de Christian Bale qui pilote sa voiture comme une tête brûlée, comme un cinglé, participe totalement à l'immersion qu'on peut avoir devant ces scènes, et c'est pour ça qu'on est à fond dedans, on est accroché à son fauteuil et qu'on est totalement investi dans les enjeux de la course. Et pour vous dire, moi je suis pas spécialement fan de voitures, j'en ai rien à faire, j'ai jamais vraiment regardé de Grand Prix, et pourtant j'ai été passionné de bout en bout parce que au-delà de voir des gros carbus, des gros moteurs et des pneus arracher le bitume, le film c'est surtout l'histoire de deux passionnés qui vont tout faire pour essayer d'aller au bout de leurs rêves, malgré toutes les embûches qu'ils vont rencontrer sur leur chemin. Et c'est ça, moi, qui m'a touché, c'est de voir justement tout ce dévouement, toute cette abnégation de deux hommes passionnés qui croient en leurs rêves et qui vont vraiment aller jusqu'au bout. Dans ce film, j'ai aussi vu une sorte d'allégorie très pertinente sur l'industrie hollywoodienne, où l'artistique est parfois écrasé par la bureaucratie, les impératifs marketing, et le film pose cette question: comment réussir à s'accomplir artistiquement quand justement cette réussite dépend aussi des réalités économiques? Voilà, si vous ne l'avez pas encore vu, foncez, courez et embarquez à bord de ce petit bolide qu'est le Mans 66. Numéro 3, The Irishman de Martin Scorsese. Voilà, c'était le film que j'attendais le plus cette année, tout simplement parce que il réunissait les plus grandes légendes du 7e art, Martin Scorsese, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel. Comment ne pas devenir fou devant un tel casting? Et comme je l'ai dit dans ma critique, le résultat était à la hauteur de l'attente. Le film est riche, dense, profond et nous donne une autre perspective sur le monde de la mafia dans l'univers scorsésien. Ici, Scorsese n'essaye pas de glorifier, de magnifier le banditisme pour nous séduire, comme il avait pu le faire par le passé à travers Mean Streets ou Les Affranchis, Casino et même Le Loup de Wall Street. Non, dans Irishman, Scorsese évite la redite et démystifie tous les codes de cet univers pour nous livrer un film plus mélancolique sur l'amitié, sur le temps qui passe, où le moteur de l'histoire est l'introspection, une introspection de personnage qui est construite comme une confession, comme un bilan de toute une vie pleine de regrets et d'amertume. Un peu à la manière d'Il était une fois en Amérique, sans toutefois atteindre les mêmes cimes émotionnelles bien évidemment. Mais il n'en reste pas moins que le film est une fresque passionnante sur le destin d'un homme de main, d'un homme presque quelconque, mais qui va traverser la grande histoire de l'Amérique à travers des moments fondateurs. Un peu comme Forrest Gump finalement. Et il va traverser tous ces moments fondateurs comme la crise des missiles cubains, l'assassinat de JFK, l'ascension de Jimmy Hoffa, les arcanes du syndicat le plus puissant des États-Unis, et le tout avec une fluidité impeccable pendant 3h30. Une sorte de film somme, de film testamentaire qui permet à Scorsese de revisiter une grande partie de son cinéma pour apporter un regard nouveau, plus mature, plus désenchanté sur ce qui a fait son succès par le passé. Et évidemment, on prend un plaisir immense à voir tous ces grands acteurs jouer sous la caméra de Scorsese. Joe Pesci nous rappelle qu'il est toujours un très grand acteur et qui nous a terriblement manqué pendant ces 20 dernières années. Mais pourquoi il a disparu aussi longtemps, ce mec? Le seul regret que j'ai sur ce film, et je l'avais déjà dit dans la critique, c'est les effets spéciaux de rajeunissement numérique sur les acteurs qui m'ont pas toujours convaincu, et surtout sur Robert De Niro qui, lui, avec ses yeux bleus vitreux, lui donne un regard vide à la limite de la cataracte. Mais, mis à part cet élément, The Irishman reste un film immense qui mérite d'être vu plusieurs fois pour en apprécier toute sa richesse, aussi bien sur le fond que sur la forme, et de plus, il contient le plan de fin le plus lourd de sens et le plus marquant de toute l'année cinématographique. Numéro 2, Joker. Alors là, ça a été la claque instantanée.
J'ai beaucoup aimé trop de choses de ce film. La lumière, les cadrages, la musique, l'atmosphère, le discours politique sur l'émergence du chaos dans une société, et bien évidemment la performance exceptionnelle de Joaquin Phoenix, qui arrive à jongler avec plusieurs émotions simultanément dans un seul et même plan. Et tout comme le personnage principal, le spectateur lui aussi passe par plusieurs émotions contradictoires. On a de l'empathie, puis du rejet, puis de la compassion, pour finalement avoir tout simplement la trouille. Et venant du réalisateur de la trilogie Very Bad Trip et de comédies plus ou moins bancalos comme Starsky et Hutch et Road Trip, j'ai tout simplement envie de dire chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste, parce que ça montre que dans le cinéma, écoutez, tout est possible. Il est possible de transcender son art, de se dépasser, de sortir de sa zone de confort pour accoucher d'un petit miracle. Même si, oui, on pourrait reprocher au film de s'inspirer très fortement de Taxi Driver et de La Valse des Pantins en termes de scénario, je ne suis pas d'accord pour dire que le résultat est un copier-coller sans âme et sans aucune personnalité. Ce sont clairement des influences, oui, mais qui n'empêchent pas le Joker d'avoir son identité propre, son univers visuel, ses enjeux, et de dérouler une histoire originale. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des influences scorsésiennes dans le film, il y a aussi une approche à la Christopher Nolan dans la mise en scène, c'est-à-dire réussir à inscrire la fantaisie des bandes dessinées dans le réalisme de nos sociétés. En tout cas, voilà enfin un comic book movie qui apporte un véritable vent de fraîcheur dans un genre de film complètement aseptisé depuis l'hégémonie de l'ère Marvel. Et putain, mais qu'est-ce que ça fait du bien de voir enfin du cinéma de divertissement un peu subversif qui tire le genre vers le haut. Et j'espère que Joker constituera un tournant suffisamment marquant, suffisamment important pour balayer et renvoyer au placard une formule de film de super-héros déjà trop longtemps éculée. Et voilà, numéro 1, le meilleur film de l'année, je pense que vous avez deviné, c'est Parasite de Bong Joon-ho. Voilà, pour moi, il a tout simplement réalisé un chef-d'œuvre. Alors je sais que pour certains, ce mot peut paraître galvaudé, mais pour avoir déjà vu le film 3 fois, j'ai aucun problème à le qualifier comme tel. Pour moi, tout est impeccable. Scénario, mise en scène, acteurs, propos, atmosphère, suspense, humour noir, tension dramatique. On va de surprise en surprise au service d'une réflexion pertinente sur l'opposition des classes sociales. Les rôles de protagonistes et antagonistes n'arrêtent pas de s'inverser grâce à un retournement de situation au milieu du film qui transforme les personnages comme des parasites les uns pour les autres. C'est juste brillant. Esthétiquement, encore une fois, c'est juste du caviar, tellement le réalisateur aborde différents genres cinématographiques au sein du même film. Ça démarre comme une comédie sociale pour terminer en apothéose par le thriller horrifique. Et ça de façon totalement organique, avec une évolution naturelle des enjeux qui nous plonge de plus en plus dans les recoins les plus sombres de la nature humaine. C'est divertissant, tout en étant d'une richesse thématique folle. Bref, c'est du grand art et c'est une palme d'or totalement méritée pour le réalisateur sud-coréen. Et on ne le rappellera jamais assez, mais après Le Silence des agneaux, après Seven, n'oublions pas que Bong Joon-ho a quand même réalisé le meilleur thriller policier de ces 20 dernières années, avec Memories of Murder sorti en 2003. Donc, si vous avez aimé Parasite, mais que vous n'avez jamais vu Memories of Murder, sautez-vous dessus. Voilà, c'était mon top 5 des meilleurs films de l'année 2019. Au final, on a un film français, 3 films américains et un film sud-coréen. Si ça, c'est pas l'ONU. Alors, comme je vous avais dit en début de vidéo, au terme de ce classement, je vais quand même vous donner la liste des films que je place dans la catégorie mention honorable, voilà, qui n'ont pas pu rentrer dans le top parce que, ils ne faisaient pas partie du top. En gros, ce sont des films auxquels j'ai mis 4 étoiles, là où ceux qui ont figuré dans le top 5 sont des films auxquels j'ai mis 4,5 voire 5 étoiles. Donc, voilà la liste, j'ai tout noté. Alors, on commence par Bienvenue à Marwen de Robert Zemeckis, Alita Battle Angel, Mon Inconnu, d'Hugo Gélin, Toy Story 4, Once Upon a Time in Hollywood. Alors oui, ça c'est un film qui a... ça a été très difficile parce que je voulais le mettre en numéro 5 et j'ai longtemps hésité parce que c'est quand même un film que j'apprécie de plus en plus. Je l'ai déjà vu 3 fois et à chaque visionnage, je le réévalue. J'aime vraiment beaucoup ce film, mais il fallait faire un choix et j'ai préféré mettre Les Misérables qui quand même m'a immédiatement plu, on va dire, qui m'a immédiatement touché. Donc voilà, il méritait d'être un petit peu devant Once Upon a Time in Hollywood, même si j'ai beaucoup aimé ce film de Quentin Tarantino. On continue avec Ad Astra, La Belle Époque, Midsommar, Proxima et Une vie cachée de Terrence Malick.
Voilà, n'hésitez pas à me dire quels sont pour vous les 5 meilleurs films de l'année 2019. On en débat, on en discute. D'ailleurs, vous pouvez même faire un top 10 si vous voulez. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de censure, évidemment. Et donc, moi, j'ai tout simplement envie de vous dire rendez-vous dimanche soir, dans la nuit de dimanche à lundi, donc dans le futur, dans la nuit de dimanche à lundi, pour la cérémonie des Golden Globes que je commenterai en direct live, pas sur cette chaîne, mais sur la chaîne de mon cousin Dirty Tommy. Donc, voilà, vous nous retrouverez normalement autour de 23h, 23h30 en direct live sur sa chaîne pour commenter pendant 4 heures, 5 heures, je ne sais pas combien de temps elle dure cette cérémonie, mais en tout cas ce sera toute la nuit, la cérémonie des Golden Globes avec mon cousin. Donc, écoutez, bonne soirée, bonne journée, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, mais en tout cas je vous embrasse, j'espère que cette année 2020 sera riche en cinéma, je vous souhaite tout le bonheur, toute la sainteté, le bien-être, la prospérité, et que cette année soit aussi douce que le miel qui coule sur votre peau. Voilà, je suis un poète. Merci et bonsoir, et bien sûr, continuez à fréquenter les salles obscures. Ciao.